C'est un mec qui aime les mots, c'est un auteur, compositeur, interprète, quelqu'un qui écrit ses chansons depuis le collège, parce qu'il savait que les mots avaient un rôle à jouer et donc j'essaye de au travers des chansons de donner à voir mes ressentis, voilà et de les livrer au monde. Essayer de tantôt caresser, tantôt percuter, le public, en tout cas celui qui reçoit ses chansons, mais simplement pour lui rappeler qu'il est vivant. Bienvenue sur Aujourd'hui Écrivons Demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, je suis en joie de donner la parole à Magja. Salut Magja. Salut Katia. Tu es auteur, compositeur, interprète. Poète et slameur, tu es un amoureux et un défenseur des mots. Tu as cette capacité de les faire vivre sur scène en leur donnant l'intensité qu'ils méritent. Impossible de t'écouter sans être touché en plein cœur. J'ai d'ailleurs lu quelque part à ton sujet, pas d'artifice, une plume acerbe qui vous remue les tripes et vous tire les larmes, une interprétation authentique. Je confirme. Je t'ai vu plusieurs fois en concert, alors en première partie de Grand Corps Malade, dans les arènes de Pontanx-sur-Adour, avec tes acolytes, Maïtiaré et Raphaël sur la scène de la Mamiselle à Sobrig, avec le collectif L'ivresse d'essence à la Tabale à Biarritz, en restitution d'atelier à l'Atrium à Dax, à la médiathèque de Souston, etc., etc. Bref, je te suis. Donc merci à toi d'être là, j'en suis très honorée. Et pour la petite anecdote, c'est grâce à une amie, donc petite Marie, à qui on va faire un petit coucou, que je t'ai découvert. Elle avait participé à des ateliers d'écriture que tu animais à l'époque sur Bordeaux. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci pour cette, cette présentation parce que tu viens de faire ressurgir plein de souvenirs, plein de moments. Je t'en remercie. Ça montre bien que le temps avance. Et merci aussi pour cette présentation parce que quand quelqu'un d'autre présente le projet de cette manière-là, ça met toujours une barre haute. Et en tout cas, merci. On va tâcher d'être à la hauteur. Je vois un petit peu d'émotion sur ton visage ou je me trompe ? Non, ouais, on avance. Enfin, j'avance sans trop regarder derrière, bizarrement. Et c'est vrai quand on entend toute cette succession de projets, de moments qui m'ont fait, bah, ça fait oui. On voit que le temps passe, mais oui, ça fait toujours plaisir de se rappeler tous ces moments-là. Et encore, je suis pas sûre d'avoir tout listé. Et c'est justement en réfléchissant un peu comment j'allais te présenter que je me suis mise, tiens, à lister les occasions où j'avais de te rencontrer. Je me suis dit, ah oui, il y en a eu quand même quelques-unes ces dernières années. Ah, c'est cool. Ouais. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es ? C'est qui Magja ? Eh ben, c'est un mec qui aime les mots. C'est un auteur, compositeur, interprète, quelqu'un qui écrit ses chansons depuis le collège, parce qu'il savait que les mots avaient un rôle à jouer. Et donc j'essaye au travers des chansons, de donner à voir mes ressentis, voilà, et de les livrer au monde. Essayer de tantôt caresser, tantôt percuter, le public, en tout cas celui qui reçoit ses chansons, mais simplement pour lui rappeler qu'il est vivant. Oui, j'avais relevé que tu avais dit effectivement quelque part que tu aimais les mots et que tu pensais que ceux-ci pouvaient jouer un rôle dans nos vies quotidiennes. Alors c'est quoi selon toi le rôle qu'ils peuvent jouer ces mots-là ? Ah, mais moi, je sais pas, déjà, enfin, tu vois, déjà mes parents, moi, m'avaient appris que les mots avaient un pouvoir, qu'il y avait des mots magiques, des s'il te plaît, des au revoir, des merci, pas excusez-moi parce que c'est un impératif, mais des je vous prie de m'excuser ou je vous présente mes excuses. Et en fait, partant de cette prise de conscience tôt, en fait, c'est plus un réflexe à la base. Puis après, tu réfléchis aux mots, tu vois que les mots font communauté, comme les gamins qui peuvent dire: «Oh, le sein, comment ça va?» Et d'autres qui peuvent se dire: «Le sang, quoi?
le sang pote, le sang famille. Donc en gros, les mots n'ont pas les mêmes significations, les mêmes sens pour chacun et ça, je l'ai très vite vu. J'ai très vite compris aussi que certains se cachaient derrière des mots, en tout cas, ou aimaient, parler à la place des autres et ça, je me suis juré, par fierté que personne ne parlerait à ma place et c'est ce qui m'a fait écrire des chansons et c'est ce goût des mots et c'est ce rapport aux mots qui a toujours été là. C'est le fil rouge, voilà, de toutes ces années. Donc est-ce que les mots ont un pouvoir? Déjà se les réapproprier, déjà les goûter, prendre la sensation, enfin ressentir ce que chacun des mots peut nous évoquer et d'essayer de préciser la pensée ou de la décaler parfois aussi, donner à voir autrement. Je me rappelle moi quelqu'un qui m'a dit: «Tu sais Einstein il disait que si tu arrives pas à présenter, un concept à un gamin, en tout cas de reformuler une pensée complexe, c'est que toi-même tu l'as pas vraiment compris». Et c'est ça que j'aime aussi sur le terrain, c'est de donner à voir autrement au travers des mots et donc de reformuler par la métaphore, par l'image, ouais. Et tu dis, tu as commencé à écrire quand tu étais au collège. Comment Ouais, ça c'est ça. s'est, passé pour toi? Tu as participé à un atelier d'écriture? Tu as un professeur à l'époque qui t'a, donné l'envie d'écrire? Non, comme je t'ai dit déjà, voilà, c'était plus une tradition de famille, plus pour un réflexe d'éducation, tu vois? Comme quoi, il fallait remercier, il fallait dire: «S'il te plaît», il fallait dire: «Bonjour», donc ça, c'était déjà un réflexe, qui était important. Mais c'était plus pesant qu'autre chose, hein. C'était pas Oui, forcément parce que là, on est dans le dire, on n'est pas dans l'écrire. ouais, mais j'ai un rapport conflictuel avec l'écrit, je crois en classe de collège. Je me rappelle même d'une prof qui m'a dit: «Écoutez, franchement, c'est un peu maniéré dans la façon dont vous vous exprimez. En tout cas, que vous avez un problème, hein, de syntaxe, hein». Et ça, je crois que par fierté, je l'ai pas supporté et ça vient percuter un autre phénomène, c'est le fait que j'ai grandi dans une culture hip-hop en pleine expansion. Mon frère écoutait ça, j'écoutais IAM, le Mia, TNTM, par cascade, en fait, parce que les grands écoutaient ça et ça, c'est vrai que ce maniement de la langue, cette façon de rythmer, en fait, ça met le lien entre l'oralité et l'écriture, en fait. Tu juste pour pas perdre le fil de ton idée, tu pas pour le rapport de la feuille et du stylo. Non, non, tu parce que tu as un truc à crier, tu as un truc à dire et il y a un rythme qui t'appelle. Pour moi, le texte ne serait jamais resté sur feuille sans le passage à l'oralité. J'avais besoin de cette tension dans la mise en voix très, très vite par du breakbeat, par du rythme. Tout de suite, le mot devient montagne, le mot devient torrent et ça m'a parlé, ouais, ouais. Ça correspondait aussi à l'énergie que j'avais à l'intérieur de moi et du coup, c'était pas une pratique littéraire uniquement sur feuille, c'était plus, poser une oralité bizarrement. Tu as des parents artistes ou un environnement, qui évoluait dans l'artistique? Je peux pas dire non, puisque je défends le fait que chaque être humain soit un artiste en puissance, en tout cas, ait la propension à l'être. Ma maman siffle très bien, du coup, elle chante très bien mais je crois que quand on vient au mot ou à la pratique artistique, on vient aussi par opposition à ses parents. Mais ça, c'est normal, hein, il faut tuer le père ou tuer la mère, mais avec, toute la bienveillance, hein. J'ai eu énormément d'amour, hein, étant gamin, mais tu vois, par contre-culture, tu as besoin d'écouter d'autres choses. Mes parents écoutaient de la chanson française, écoutaient enfin, mon père aimait des artistes anglophones, des artistes francophones. Ma maman adorait Luis Mariano. Moi, c'était pas vraiment ma came quand j'étais gamin, donc c'est pas une tradition familiale et puis, quand l'oreille est pas experte, quand le rap arrive, pour une oreille, novice, on fait très vite le parallèle entre cette expression-là, le rap et le bruit. Puisqu'on n'a pas les codes et du coup, la violence du mot devient, violence tout court et on cherche pas à savoir ce qui se trame derrière et moi, ça, je l'ai embrassé totalement. J'ai embrassé, vraiment une pratique rap pour moi. Même je disais quand j'étais gamin, je faisais pas de la musique, je faisais du rap et c'était quelque chose, tu vois, dans lequel j'avais une certaine fierté avec mes mots et avec ma façon de m'exprimer. Tu sais, c'est tout bête, hein, j'ai un sweat de l'Olympique de Marseille, parce que j'ai fait des travaux, j'avais ces fiertés-là de supporter l'Olympique de Marseille et de porter mon texte, et de déchirer le silence, avec mes textes rappés, ouais. Et à quel moment tu as commencé à les dire et à les verbaliser, tes textes? Ah très Il y vite, a dès la Ouais, feuille dès la feuille, en OK. fait, c'est ça qui est la magie. C'est pour ça que je dis, c'est pas une pratique d'écriture, déconnectée, de la mise en voix. Moi, dès le premier texte, c'était déjà en voix, quoi. C'était chaotique, je sais pas, je pense que quand on est jeune, en tout cas pour moi, il y avait aussi crier l'injustice. Je pouvais pas comprendre comme quoi, il y en avait qui en avaient et il y en avait qui en avaient pas, tu vois? Que ça soit à manger, que ce soit de l'argent, que ce soit de la chance.
et ça j'avais envie de le crier, tu vois? Un propos révolutionnaire. Quand je dis révolutionnaire, pourquoi et il faut que ça change. Il y avait une pulsion, et elle s'inscrivait très, très bien dans l'écoute de mes pairs, dans le rap en tout cas, dans cette voix des sans voix, dans cette lutte, ce cri, tu vois? Contre un système qui est injuste, contre un traitement qui est injuste. Mon père est né en Algérie, c'est un pied noir. Peut-être aussi que ce rapport à la terre, ce rapport aussi aux gens de cultures différentes, m'a tout de suite parlé quoi, tu vois? M'a tout de suite touché. Mmh. Et c'est aussi le rapport à la langue, tu vois? Parce que, les mots ont un sens, à l'école, mais qu'une fois le portail passé, les mots rebondissent autrement ailleurs. Et il y a d'autres mots qui viennent de loin et qui ont leur exotisme, leur signification. Ils invitent à réfléchir, ils invitent à écouter, ils invitent à se rebeller, ils invitent à accueillir, tu vois? Et c'est ça, ils questionnent en fait. La langue est un métal en fusion, ouais, qui vient qui vient caresser l'oreille et qui nous laisse pas insensibles, ouais. Ça, moi, j'ai eu très, très tôt, ouais, ouais. J'ai eu très tôt. Mmh. Alors j'ai farfouillé un peu dans les interviews que tu avais déjà données et je crois que la formulation était tout à fait à propos. Le site Nos Enchanteurs, à qui tu avais fait l'interview, disait de toi: «Tu as une colère contenue, en empathie avec les humbles ou les laissés pour compte que tu fréquentes de près». Et c'est ça, en fait. Moi, je trouve que la colère, elle est essentielle. Enfin, Mmh. pardon, c'est toujours un chien qu'on maîtrise, un chien peut mordre, un chien peut aboyer. Mais il y a quelque chose, mmh, je sais pas, c'est une pulsion. Je pense que si le regard était adouci étant gamin, j'aurais pas eu la même écriture, j'aurais pas eu la même trajectoire. On le voit, en tout cas, quand tu interprètes tes textes sur scène, même là, je t'ai entendu, la dernière fois, tu étais en acoustique. Mmh. Donc, allez, 2 instruments, peut-être voire 3 quand tu donnes un peu le rythme, en tapant sur ta caisse là, mais tu as toute l'interprétation. Alors, tu as fait du théâtre ou pas? Heu, Tu as une manière d'interpréter les textes, voilà, on sent que enfin, tu as une énergie, Tu sais, je vais dire un truc un peu dingue. Je crois que j'avais, 7-10 ans. Je faisais énormément d'imitations quand j'étais gamin, mais énormément d'imitations. Mais de Mitterrand, en passant par, Valéry Giscard d'Estaing, par Dark Vador, par Bernard Tapie, par Patrick Poivre d'Arvor. Donc ça, pour ceux qui sont nés après les années 2000, je pense que ça remonte un peu, mais en tout cas, ça m'a fait le palais. Ça m'a fait, et du coup, j'ai aimé ce côté multiplicité. J'ai même déguisé comme je vois ma fille, moi, qui adore se déguiser aussi. Je crois qu'il y a, pareil, là aussi, il y a une invitation à devenir autre. Et ça, je l'ai jamais, tu vois, je l'ai jamais perdu. Parce que même dans le rapport au beatbox, tu vois, là, tiens, j'entends un instrument, je vais essayer de teinter, de teinter ce qui sort de ma bouche pour se rapprocher de cet instrument-là. Ça joue aussi sur la variété des interprétations aujourd'hui. D'être tantôt un gamin, d'être, tantôt un ancien, du texte à l'interprétation. J'aime être multiple dans mon interprétation, et heu, ça vient de loin. Ah ouais, ça vient de quand j'étais gamin, je crois. tu t'amuses sur scène. Ouais, je m'amuse, et ouais, il y a c'est du jeu, quoi. C'est Mmh. du jeu. Quand le jeu commence, ça y est, on est en scène. Il y a un côté sacré, les gens ont fait l'effort d'être là, ou même malheureusement, ils sont juste là, malheureusement pour eux, s'ils n'aiment pas. Comme à la médiathèque? Ouais, il y a des gens qui viennent, qui se disent: «Beh, pourquoi il fait ça? Pourquoi?» Et puis à un moment donné, ça va les saisir ou non, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se saisit sur scène, et après, plus on refait le geste, plus on se dit: «Tiens, dans ce qu'on va saisir comme attention, qu'est-ce qui se dit dans cette chanson? Où est-ce qu'on va ouvrir une fenêtre? Où est-ce qu'on va fermer une porte? Où est-ce qu'on va être en douceur? Où est-ce qu'on va être, dans quelque chose de scandé?» Et j'aime bien avoir différents mots et différentes façons de les dire. Voilà, j'aime pas trop être lisible, d'avoir qu'un style de chanson. Ça me gonfle au plus haut point. J'aimerais, enfin, je crois qu'il y a un truc qui me gonfle, quand on sait les choses un peu d'avant, on connaît les styles, on sait ce qu'on va avoir découvrir. Je trouve que c'est un peu antinomique avec la vie, ouais. Mais là, pour le coup, je trouve qu'en acoustique, on redécouvre vraiment tes textes. Il y a un habillage musical, juste ce qu'il faut et moi, j'ai vraiment eu la sensation, peut-être aussi parce qu'il y avait cette proximité, du fait du lieu, mais de pouvoir vraiment profiter pleinement de chaque mot, et aussi la manière que tu avais de les interpréter effectivement et peut-être de le redécouvrir encore autrement qu'en t'écoutant, sur une chaîne, de musique ou en t'écoutant autrement en concert.
C'est ça qui est intéressant, c'est 2 exercices différents. La production de chansons, on fixe des choses, on les fige, on a une façon de les habiller, voilà, et de les livrer au monde, en fonction d'un process de production. Le spectacle vivant, c'est tout autre chose et la façon dont on va être accompagné, en tout cas là en acoustique, fait qu'on est à nu, on est sur le fil. Du coup, il y a un texte qui s'habille d'une certaine manière, qui est accompagné d'une certaine manière et qui est porté par un interprète, qui est vécu par un interprète et l'interprète devient le texte. Le texte devient interprète et l'interprète devient le texte. Les 2 ne font qu'un et donc forcément quand on voit un interprète devant nous, ouais, on goûte au texte. On goûte au texte, on le prend en pleine gueule, on vomit le texte même s'il faut, tu vois, quand il y en a trop. Mais en tout cas, la personne qui est en face de nous, est la virgule, et le souffle, et le verbe, et le sujet, et le point final. Et ça, c'est je trouve que moi je trouve ça passionnant. Je suis comme un gamin, je revisite mon travail, moi. Tu vois, on a beau faire des chansons, les chansons elles sont enregistrées en studio d'une certaine manière, très souvent elles sont au début de leur vie. Là, elles vivent autrement, et aussi en fonction des lieux. Dans chaque lieu, ça va être différent. En Ouais. fonction de ce qui se passe, en fonction de l'âme, en fonction de l'attention, en fonction aussi de l'état de présence des musiciens, en fonction de leur état de fatigue, l'intention sera différente. Oui, parce que, vous avez réarrangé tous les morceaux. Raphaël joue de la guitare et Ouais. Miaït qui joue c'est du violoncelle, Ouais, c'est ça? Maïtière est en Ouais. violoncelle et Raphaël est en guitare, alors que les morceaux, des fois, ont été composés uniquement en piano-voix ou ont été très arrangés sur des albums avec des orchestrations symphoniques, avec des rythmiques dubstep, avec, tu vois, enfin, il y a tout. Il y a tout. Et c'est pour ça aussi, c'est ça qui est intéressant, parce que l'album, c'est beaucoup aussi du visuel, de la texture, enfin, c'est une aventure graphique. Et là, on retrouve des chansons, il y a des gens qui des fois sont échaudés parce qu'ils ils découvrent des chansons sur plateforme et ils sont à 1000 lieues de découvrir ce qu'ils vont découvrir en live et ça, moi, je trouve ça passionnant. Je trouve que dans le geste du spectacle vivant, c'est un geste d'hygiène, c'est un exercice presque quotidien. On devrait faire ça quotidiennement. Créer, donner. Alors, il y en a qui sont très bons pour créer, tu vois, et s'arrêter à là et voilà, mais moi, je crois que je prends un plaisir fou à vivre cette tournée acoustique et à interpréter. Je suis comme un gamin qui a faim, qui ressent ses faims, mais ses faims F-A-I-M-S. Alors pourquoi justement on fait le choix de l'acoustique? Au début, contraint. Contraint, on avait une très, très belle formule scénique, trio, piano, enfin, c'était une formule électrique. On était en trio avec un technicien son, un technicien lumière. En 2019, 2020, on a ce désir-là. Justement, tu as dû nous voir, en première partie de Grand Corps Malade, on a fait les Franco avec cette formule-là et on a fait vivre, je crois que c'était en 2021 ou 2022, il y a cette formule, la plus aboutie avec une créa lumière magnifique. On signe chez un diffuseur parisien. On sort du confinement aussi, donc on se dit: «Allez, c'est avec ça qu'on va relancer la machine». Malheureusement, ben, après le confinement, des budgets culture limités, de la découverte qui est de plus en plus, difficile à inscrire, dans les programmations, des centres culturels, des municipalités, des départements, des régions. Une crise énergétique aussi pour les municipalités qui fait il y a encore moins de budget, voilà, pour la découverte parce qu'il faut quand même rentrer dans les billes. On peut pas perdre de l'argent simplement pour faire découvrir des projets et vu qu'on travaille avec un diffuseur, il y avait un coût de plateau qui était élevé et moi, je t'avoue, quand je me suis dit: «On peut pas continuer comme ça parce qu'on va jouer quand? On va jouer 2 fois, 3 fois dans l'année». OK. Eh ben, donc j'appelle, mes collègues et je leur dis: «On prend 3 jours dans une médiathèque, 3-4 jours dans une médiathèque. On reprend l'intégralité des morceaux et on essaye de trouver un instrumentarium très tenu, donc 2 instruments uniquement et un seul micro. Un seul micro statique, c'est-à-dire assez ouvert pour prendre les trois propositions et nous, on va devoir s'écouter». Alors là, on a plus des ear monitors. Quand je dis ear monitor, ça veut dire le retour dans l'oreille qui fait qu'on est sur un gros plateau et que on est ensemble et chacun joue sa partition, en gros, parce qu'on est sur un spectacle, avec une scénographie, tout ça, qui doit être huilé. Et là, non. Là, on joue avec un seul micro où chacun des souffles, chacun des silences, doit être tenu, doit être accordé, et on sort de ces 4 jours de résidence et on se dit: «Allez, c'est parti, on fait une sortie de résidence». J'ai entendu résistance. Tu as dit d'abord résistance ou résidence. Peut-être, peut-être, Donc vous peut-être. sortez On de sort de 4 jours de résistance si tu veux. résistance et de résidence. Et pourtant, je vais te dire, c'est plus de la proposition que de la résistance parce que, c'était plus en fait, le costume qu'on a est trop grand, la formule électrique, elle coûte trop cher. Du coup, on fait autre chose, on fait autre chose.
Et si on n'est pas connu sous cette formule-là, bah, on va aller jouer chez les gens. On va jouer dans la rue, on va jouer partout. Parce qu'on a besoin de jouer partout, parce que c'est de l'ordre des chansons et parce que tous les chansonniers français aussi, qui ont fait carrière, ils ont essoré les salles. Ils les ont retournées, ils ont sué dans les salles, à jouer tous les soirs, avec sa limite, tu vois? Mais à un moment donné, on peut pas prétendre, quand je dis être bon, c'est-à-dire être dans ces morceaux, si on joue pas souvent. C'est pas possible. Moi, je fais la comparaison avec avant, très bien, on joue un peu. C'est pas pensable. C'est pas pensable. Je prends toujours l'exemple, moi, sur des théâtreux, tu vois, qui ont fait carrière pendant 50 ans, 60 ans. On a besoin de jouer. Faut pas juste se cacher derrière des visuels et derrière une campagne de promo et de com, en dématérialisé. Et voilà, donc c'est parti d'un désir, d'un fort désir d'aller à la rencontre, plus que d'une résistance au tout début. C'était vraiment un fort désir. Et ce désir-là, c'est trop moi, je suis quelqu'un qui j'aime pas que les que tu vois, que des désirs, ne se transforment pas ensuite en action. On a lancé cette tournée acoustique en réorchestrant toutes les chansons. Certains redécouvraient les chansons au fil du temps et puis petit à petit, nous, on agrémente. «Ah tiens, attends, on va rajouter les voix. Attends, on rajoute cette chanson-là. Ah, mais attends, on peut aussi changer celle-là» et donc il y a quelque chose de très vivant qui fait qu'on n'est plus en trio, mais on est en quatuor, c'est-à-dire le quatrième, c'est le lieu. On joue à chaque fois avec le lieu, avec l'âme du lieu. Les chansons, elles traversent un espace et de fait, elle ne le traverse pas de la même manière à chaque lieu. Tu m'avais dit quand on avait tchatché un peu pour préparer, vous proposez des concerts 4-4 chez les habitants. Ouais, c'est ça, on vient chez les gens, ouais. On vient chez les gens en leur disant: «Écoutez, invitez vos voisins, votre famille, vos amis, sortez une bonne bouteille pour les recevoir, même pas pour nous recevoir, pour les recevoir. Faites-en un moment de fête, un moment de rencontre et permettez-nous de chanter ces chansons-là devant un parterre de 30, 40, 50 personnes. S'il y en a que 25, il y en a que 45, mais dans l'idée, faites venir du monde». Oui, mais j'ai un petit salon, j'ai une petite cave, on peut rentrer à 25, 30. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que les gens vont se rappeler à vie de ce moment-là et nous aussi et ensuite on parle après. Comme quelqu'un qui vient sortir une bouteille de enfin, je sais pas moi, si j'étais, propriétaire récoltant, j'ai un savoir-faire avec la bouteille, j'ai un savoir, être aussi, le rapport avec la nature, bah, de la même manière, je fais goûter ma chanson et puis ensuite on en parle avec les gens. Et ça crée de la proximité, de Ouais, l'intimité que tu n'as pas avec quand tu es, dans une salle des arènes ou quand tu es, sur un gros plateau? Ou moins non, différemment? ce que je découvre là, je l'ai jamais découvert. C'est autre chose. J'adore les grosses productions. Tu vois, quand on était, en première partie de Grand Corps Malade, tu vois, je ou même enfin, tu vois, c'est des choses qui les scènes où il y a 1 200 personnes, on est sur un son qui vient te chercher dans les tripes. Tu vois, c'est des choses qui me touchent. Mais c'est un autre exercice. C'est un autre exercice et c'est pas le moment. C'est pas le moment. Peut-être que ça le sera jamais même ce moment-là. Heu, tu vois, j'aime bien ce côté intimiste, j'aime bien ce côté proximité. Mmh. Alors C'est si on quoi devait toucher 300 000 personnes sur une tournée, ça en fait du concert à 30 personnes ou à 50 personnes. Mais c'est pas grave. et concrètement, ça marche comment? On veut te faire venir, on a un beau jardin, une belle cave, un garage, Même on fait pas une belle non, une envie. La belle cave, on s'en tape. enfin, quand je dis belle cave, un lieu qui permet en tout cas d'accueillir suffisamment de monde, tu Nous, vois? on a joué en squat. On a joué en résidence de enfin, tu sais, avec des colocataires. On a joué, devant des immeubles, en bas des immeubles, tu vois? Devant un city-stade. On joue en maison d'arrêt, on joue dans une cour d'hôpital psychiatrique. On joue dès qu'il y a désir, dès qu'il y a, envie. Recevoir un concert, c'est aussi soutenir un projet culturel, un mouvement culturel français fait de création et fait de spectacles vivants. Les gens sont vivants, il faut faire jouer ça et il y a plein de gens en France qui se mobilisent pour qu'il y ait la rencontre entre une œuvre, un répertoire et des vivants, tout simplement. Du coup, quant à ta question: «Comment on fait?» Écoute, il y a un site magja.com, il y a un mail sur ce site et les gens peuvent nous faire part de leur volonté de nous recevoir chez eux ou dans leur entourage et ensuite on s'appelle et on essaye de caler les dates. Moi, je les cale 3, 4, 5 concerts d'affilée pour que ça puisse être, lissé, tu vois, en termes de frais de déplacement. On mange chez les gens avec eux, on dort chez les voisins, tu vois? On essaye de le penser comme, un peu, c'est un peu comme si on était en campagne, tu vois? J'irai jouer chez vous, quoi. Tu vois? Et on se nourrit de cette diversité. Parce qu'il y a pas que le fait de donner, il y a aussi le fait de recevoir. On rencontre des identités remarquables. Moi, je rencontre des gens,
passionnant et j'aimerais l'amener dans l'espace public français, ouais. J'aimerais qu'au fil du temps, je trouve les moyens de convertir cet apport-là, que moi j'ai, que mes collègues ont aussi, mais de le retranscrire, à d'autres qui suivent aussi le projet, qui disent: «Putain, mais vous avez joué où?» «Ouais, on a joué chez un tel qui est agriculteur». «Ah bon?» «Eh ben, vous allez l'entendre parler ce monsieur. Il va vous parler de son de sa vie». Ensuite, un réseau d'éducation sans frontières. On joue chez quelqu'un d'un réseau d'éducation sans frontières et qui nous parle de la question migratoire et de la question de l'apprentissage du français. Ensuite, on va jouer dans une vieille maison hollandaise où il y a un savoir-faire là-bas, typique, local et ça, moi je trouve ça passionnant. Voilà, c'est en plus de jouer nos chansons, hem, on va au plus proche des gens et je crois que ça va nourrir les prochains projets qui risquent de naître. J'ai quand même l'impression que depuis le Covid, il y a cette ouverture-là. C'est-à-dire que ce qui était une contrainte au départ comme vous, finalement, est devenu, un vrai projet. Je pense à Festivadour, qui est un festival que tu connais peut-être ici dans le Oui, sud des Landes, oui. qui de plus en plus aussi propose des concerts chez l'habitant. Et il y a aussi de plus en plus d'artistes, il me semble, qui prennent aussi cette voie d'aller chez les habitants, c'est-à-dire, comme tu dis, entre guillemets, «une bonne bouteille de vin», un petit lieu qui permet d'accueillir, quelques dizaines de personnes et allez hop, on y va, on s'organise, enfin on s'appelle et on y va quoi. On se pose pas trop de questions non plus, on fait venir les potes et puis on passe un bon moment et on se Et nourrit de tout ça et c'est une manière de redécouvrir aussi, la culture, la chanson, ouais, les artistes. après je vais pas te cacher, hein, je vais pas te cacher, c'est aussi le résultat d'une casse sociale, clairement. Il y avait plein de lieux qui étaient dédiés à la découverte, qui n'ont plus les moyens de porter ça. Fréquentation des lieux qui est compliquée, ça veut pas dire que c'est partout la même en France, mais tu vois, les budgets culture, sont restreints, en tout cas les budgets découverte. Je connais plus beaucoup de personnes, moi, qui se disent: «Bon, ben, je paye 10 balles pour aller voir un artiste et je ne sais pas ce que je vais voir, je vais découvrir. Ça me plaît pas, c'est pas grave. J'aurais soutenu le lieu». Tu vois? Il y a encore ces dimensions-là dans quelques lieux, mais globalement, ça se perd. Nous, maintenant, ça devient vertueux. Alors quand je dis ça devient vertueux, là, je te parle de 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 cet apport de connaissances, de cette diversité de points de vue, tu vois? Par contre, Humainement, oui. financièrement, on n'est pas dans les clous, tu vois? On peut pas faire porter à l'habitant, le poids d'une politique publique ou le poids d'une politique culturelle. Du coup, c'est aussi, quand tu parles de résistance, c'est de l'organisation. Tu vois? Je pense qu'on se prétend pas résistance à la base. On fait. Quand on est devant un état de fait et qu'on doit s'organiser, on doit donner vie auquel on croit, quitte même à aller à l'encontre d'eux. Après, dans l'œil de l'autre, on qualifie ça de la résistance. Mais à un moment donné, d'abord on fait et puis on verra comment on nous qualifie. Peut-être que ça sera un nouveau réseau, mais aujourd'hui, beaucoup d'artistes le font aussi parce qu'il n'y a pas tout le maillage et l'identité culturelle française est dépecée petit à petit et pas que l'identité culturelle française, tu vois? Tout le service public. Ah oui, complètement. Et pour aller aussi dans le sens de ce que tu fais, parce que tu animes énormément d'ateliers, je crois avoir lu qu'il y avait, une suppression, si je me trompe pas, des budgets qui étaient alloués pour, justement ces découvertes culturelles dans les lieux d'enseignement, donc j'ai pensé immédiatement à tous les ateliers que tu peux animer, ou que Guillaume, que j'ai interviewé il y a pas longtemps, Daguerre, enfin voilà, vous êtes toute une troupe là d'artistes qui va à la rencontre, ou entre guillemets «des plus vulnérables», enfin pour aller aussi, faire découvrir ce monde-là de la culture. Alors je sais plus où est-ce que je l'ai lu, je sais pas si tu en as entendu Oui, parler. oui, non, mais c'est pathétique. C'est pathétique. C'est catastrophique, ouais, 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 c'est ouais, ouais. parce que là, on est sur des choses qui sont dépecées pour des velléités de financer, soit financer une guerre, en tout cas avec des arguments à la con, mais ouais, ouais, on est face à ça aujourd'hui. On est face à ça, le cas du pass culture, par exemple, pour des établissements qui comptaient dessus, tu vois, qui avaient besoin un peu de projection du jour au lendemain. En tout cas, à 48 heures près, il fallait liquider enfin, je trouve que c'est un manque de respect, mais c'est une histoire de répartition, de redistribution. C'est quand même une question politique. Derrière, voilà, on fait le constat, mais et après on essaie de s'organiser, tu vois? Et moi, je peux pas, c'est un climat sociétal, tu vois? Je peux pas pleurer que sur ma paroisse, tu vois? Mais quand je regarde tout autour de moi, je me dis que merde, dans le socle commun, dans ce qui est important, dans ce sur quoi on a bénéficié nous, de ce service public, merde, aujourd'hui il y a des coupes budgétaires où il y aura pas de marche arrière en plus. Je
le constate d'année en année. Je constate aussi l'impuissance de plein de citoyens. Alors chacun essaie de se débrouiller à son niveau, mais oui, ça fait beaucoup. Mais un grand nombre de secteurs sont imputés, hein. Parler de mon secteur d'activité, enfin dans tout ce qui est insertion, économie sociale et solidaire, la culture, enfin l'enseignement, la santé, enfin oui, oui, c'est et en même temps, j'ai l'impression ou j'ai envie de me rassurer peut-être en pensant ça, c'est que ça nous oblige aussi à nous réorganiser. Tu vas avec tes collègues, donner des concerts chez les particuliers, tu passes peut-être plus par, je sais pas, de comment on appelle les programmateurs, enfin tu vois il y a plus Non, d'intermédiaires, c'est-dire que voilà, ça s'organise, on joue on est encore obligé en salle, tu vois? On joue encore en festival et moi je ouais, il y a tout et un tant mieux, réseau, il y a des lieux, il y a des tant savoir-faire. mieux. On parlait tout à Mmh. l'heure, putain, on est quand même sur un travail d'artisanal, tu vois? C'est essentiel de jouer, tu vois? Sur des festivals, dans des salles, dans des centres culturels. Et puis on a besoin aussi de croiser les pratiques avec le théâtre, avec la danse, tu vois? De nourrir, de se nourrir et de proposer aussi au public, une diversité de propositions artistiques. Mmh. Oui, on s'organise. Après, au niveau sociétal, on s'organise ou on crève. C'est quand on dit: «Ouais, c'est bien ça, on s'organise», mais c'est un élan de survie, quoi. Oui. Je veux dire, moi, quand je suis allé sur la jungle de Calais, il y a que des gens qui s'organisent et parce qu'il y a pas le choix. On peut se dire: «Bah, c'est bien d'un côté parce que ça» non, non, il y a pas le choix. C'est, la force de proposition, elle est dans un geste de survie. Sauf que des fois, on n'a plus la capacité physique, la capacité intellectuelle d'être encore force de proposition. Moi, tu vois, j'ai 2 bras, 2 jambes, ça va, je suis encore en canne pour aller boxer. Mais j'ai cette chance, tu vois? Tu rajoutes, 25 ans de plus, j'ai pas cette j'aurais peut-être pas, tu vois, cette même, ou un accident de la vie, c'est ça aussi. Mmh. Et ça, c'est surtout se poser la question que ceux qui s'organisent tranquille oui, franchement, moi, je me régale dans ce que je fais. Je me régale dans ce que je fais. Mais quand je constate, je me dis que oui, il y en a qui sont moins bien pourvus et qu'est-ce qu'on permet pour ceux qui sont, les plus dépourvus? Du coup, il y a besoin de réfléchir à la répartition. Moi, je me rappelle d'une lettre de mon grand-père qu'il avait écrit à ma grand-mère et il disait, ça dans l'esprit, il disait, qu'un monde qui ne prend pas en compte dans sa réflexion ceux qui sont les plus justement les plus dépourvus, c'est que le monde tourne mal, quoi. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on lutte pour ça. C'est un devoir, c'est un devoir. Du coup, après, c'est une ligne tendue, tu vois? Un horizon. Et tu le dénonces dans tes chansons, c'est ce que tu disais jusqu'à présent. Il y a une chanson que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, pourtant elle est pas très récente, hein, Tempérament. J'avais noté, tes paroles là sont des hypercutes. Il faut suivre le Rhin sans un pas de travers ou la matraque dans les dents viendra faire taire la colère. Je sais pas à quel moment tu as écrit cette chanson, mais Ce refrain tard, les couplets tôt. Ce refrain, c'était par rapport aux gilets jaunes. Parce qu'il y a des gens qui se mobilisent, parce qu'il y a des gens qui ont été et ces gens qui se mobilisent pour un socle commun, contre, mais pour aussi, contre un système et pour autre chose, qui se dessinait au fil des âgés, au fil des tu vois? Je trouvais ça hyper porteur, a été nassé, a été cassé, tu vois? A été brutalisé avec une extrême violence et mais au niveau médiatique. Donc du coup, oui, il faut rentrer dans le rang et ça casse notre tempérament de révolutionnaire, ça casse notre pouvoir coercitif. Parce que les gens se disent: «Ouais, mais tu sais, on peut quand même perdre ci, on peut quand même perdre ça» et on nivelle par le bas. Alors que c'est un magnifique exemple. Un exemple certes en mouvement, certes qui expérimente, mais qui explore, mais comme un gamin, comme nous, on expérimente là dans la tournée acoustique, on explore. Avec toute cette complexité aussi du qu'on cherche l'habitant, du cadre, de ceci, de la question contractuelle. Mais on explore et je trouve que voilà, ce refrain, il est venu, mais tempérament, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Comment, enfin, tu vois, il y a une histoire de décence. Une histoire de décence entre ceux qui ont tout et ceux qui ont rien. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, c'est une histoire de ceux qui ont tout et ceux qui ont rien. Sauf qu'au lieu de voir la redistribution, bah, on va plus voir, bah, oui, les RMistes, bah, oui, les migrants. C'est-à-dire qu'on va voir par le bas, que les coupes budgétaires peuvent être là-dessus, peuvent être sur le service de la santé, peuvent être parce qu'on a privatisé. Sur l'autel de la rentabilité, on a privatisé le service public et voilà. Et au lieu qu'on aille voir là où il y a de la thune et ben, on remonte les gens les uns contre les autres. et ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Bien Mmh. sûr que ça fonctionne. De toute façon, on est depuis ces 5 dernières années particulièrement dans un fonctionnement de clivage.
dans Oui. l'opposition et des pros et des anti, quel que soit le sujet, la thématique. Oui, donc moi, il y a une autre chanson qui me retourne, Ne te retourne pas, systématiquement quand je t'entends la chanter. Et je vois l'émotion aussi qu'elle procure. J'avais un ami qui était en larmes après ta presta samedi après-midi. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Ah, c'est une résidence. Cette chanson, elle est née d'une résidence avec, Michael Benz, ami pianiste. En fait, ça faisait un petit bout de temps que je voulais faire une lettre de remerciement à mes parents. Justement, je te parlais de l'amour, hein, que j'ai eu, tu vois? C'est vrai que le berceau dans lequel on vient, c'est un peu un GPS pour la suite et du coup, je voulais leur adresser une lettre de remerciement et j'arrivais pas à l'écrire, tu vois? Michael Benz était parti la nuit, du coup, j'avais toute la nuit pour l'écrire. Je me suis dit: «Allez, cette nuit, j'écris cette chose». Je commence à écrire, j'écris, c'est 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 à chier, c'est horrible, tu vois? Au début, je trouve ça empoulé, donc j'essaye et puis à un moment donné, je me dis: «Tiens, pourquoi je me mettrais pas à leur place?» Ça veut dire que quand ils ne seront plus là, quel est le message qu'ils veulent m'adresser? Tu sais, quand on perd ses parents, par exemple, on est toujours un peu marqué par le deuil, on a toujours à l'arrêt, touché par la peine et parfois on est tellement dans la peine qu'on veut que la vie s'arrête, tu vois? On a perdu même le sens et là, c'était un plébiscite de dire: «La vie est devant, quoi. Même si je ne suis plus là, je suis encore là, je suis juste derrière toi et même je suis au fond de toi, dans tes gestes, dans tes choix, ne t'en fais pas». Et du coup, j'ai accueilli ce texte à l'écriture. Je pense pas que ça soit nos textes qu'on écrit. Je pense que c'est un peu comme si on accueille un truc qui vient d'ailleurs et ta plume le retranscrit. C'est comme si ta sensibilité se mettait au service, ouais, de quelque chose qui nous domine. En tout cas, moi, j'ai toujours ce rapport-là avec l'écriture. Des choses, des fois, qui sont très cérébrales et des fois, des choses que tu accueilles comme ça qui viennent, qui te traversent et qui sont sur la feuille et le lendemain, tu regardes la feuille et tu dis: «Oh putain, mais qu'est-ce que c'est? Putain, c'est beau quand même». C'est beau, mais c'est beau, pas en disant: «C'est moi qui l'ai écrit». En disant: «C'est beau, je découpe ce paysage là sous mes yeux et ça ne m'appartient pas, en fait». Et maintenant que je l'ai sous les yeux, bah, on va essayer de le mettre en voix, on va essayer de se rappeler, qu'est-ce qu'il dit. Donc à chacune des chansons, moi, j'essaie vraiment de les renifler, de les goûter, de les mettre en moi à l'instant où je les dis, en fonction aussi de la disponibilité que j'ai ce jour-là devant les gens, ouais. Voilà pour l'histoire de Ne te retourne pas. Merci bien. On n'a pas, raconté l'histoire justement de ta rencontre aussi avec tes acolytes, avec Raphaël et Maïtiaré. Comment tu les as rencontrés? Alors, Raphaël, j'étais dans un groupe de rap début des années 2000, au milieu des années 2000, je ne sais plus. J'étais dans un collectif de hip-hop que j'avais créé et je cherchais un ingénieur du son. Mais je voulais un ingénieur du son parce que je faisais le son de ce groupe hip-hop. Je travaillais sur des samples avec des voix égyptiennes, avec des violons méditerranéens et je cherchais un ingénieur du son pour lancer une tournée. Et je cherchais donc quelqu'un qui pouvait mixer ces cordes. Donc pas forcément un technicien du son, qui a déjà un passif hip-hop, mais travailler quelqu'un, qui pouvait bosser sur de la folk, sur du rock, tu vois? Sur des ensembles symphoniques et je tombe sur une annonce de sa part sur un site de rencontre, mais un site de rencontre musicale où, les groupes de hip-hop cherchent, technicien et lui, technicien cherche, projet à sonoriser et voilà, ça a commencé comme ça et la tournée s'est lancée. On a enfin voilà, cette tournée était complètement folle, et vers la fin de la tournée, je dis: «Oh putain, en plus tu joues bien de la guitare, du coup ce que tu vas faire, tu vas lâcher la console et puis tu vas venir sur la fin du concert nous accompagner sur scène et on jouera un morceau avec toi». Ça a commencé comme ça, cette histoire-là. Puis après sur le premier EP, il était au piano, donc guitariste, pianiste. Voilà, il a accompagné la première aventure, cet EP Incan, sur le premier projet un peu post-rock, et puis ensuite, il est revenu, à la guitare et au piano, avec Maï, pour les Franco, en fait, pour préparer les Franco. Maï Thiaré, je l'ai rencontrée chez Francis Cabrel aux Rencontres d'Astafor. Elle était violoncelliste pour un projet qui s'appelait L'Affaire Capucine, donc elle venait de Tours. Elle jouait, pour un projet, qui tournait déjà pas mal et moi j'étais en piano-voix avec mon collègue Michael et je trouvais qu'elle jouait divinement bien et qu'elle était solaire et qu'une présence féminine pouvait nous apporter énormément de sensibilité, parce qu'elle était belle quand elle jouait et dans son jeu, dans ce qu'elle dégageait. Donc on lui a demandé d'abord de venir sur l'album
puisqu'on cherchait quelqu'un en cordes. On avait écrit de magnifiques cordes, Mickaël avait écrit des parties violoncelle magnifiques et elle a dit: «Pas de souci, je vous suis». Donc ça a commencé par le studio et ensuite, elle est venue sur scène, avec Raphaël, ouais, dans cet équilibre piano-violoncelle ou guitare-violoncelle. Et vous ne vous êtes plus quittés depuis. Non, on s'est plus quitté depuis. Ouais, ouais, on s'est plus quitté là depuis, donc 2019-2022, pendant 2-3 ans avec cette formule électrique et depuis 2022-23, ouais 2023 en acoustique. On ne joue plus l'autre formule, la formule électrique. Tu as une devise? Si tu ne viens pas au maquis, prochainement Magja viendra à toi. C'est quoi cette devise? Bah, écoute, Magja, c'est un nom d'inspiration corse qui veut dire, enfin, à la base, c'est macchia et moi, je l'ai francisé, enfin, je l'ai tourné à ma sauce. Donc ça veut dire le maquis et c'était une métaphore qui un peu végétale, minérale, qui donnait à voir la nature humaine. En fait, qui permettait de donner à voir ces contrastes, ces ambivalences. Et donc je me suis dit: «Putain, mais Magja, pour inscrire la définition, je vais trouver une tournure volontariste». Le fait de dire de ne pas attendre, dire: «Si tu ne viens pas au maquis, donc si tu ne viens pas à Magja, Magja viendra à toi». Mais je me suis dit: «Je vais pas le répéter Magja, sinon ça ne donne pas d'informations sur la définition» et je l'ai tourné comme ça: «Si tu ne viens pas au maquis, Magja viendra à toi». Alors ça a été un clin d'œil parce que j'ai fait rigoler pas mal de mes collègues qui me disaient: «Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, si tu ne viens pas au maquis, Magja viendra à toi, tu peux pas, c'est». Ça n'apporte rien aucun élément, supplémentaire, mais j'ai toujours eu ce rapport aussi avec la langue des fois, de trouver des formules, mais qui n'étaient pas forcément magiques, en tout cas qui étaient magiques dans ma tête. Mais après ouais, j'ai pas mal de dictons ou de devises qui vient en fonction des gens, ouais, ouais, qui vient en fonction des moments. Je me Alors, rappellerai toujours, moi, au fin fond du Sénégal, moi, tu sais, on a l'habitude de dire: toi-même tu sais», hem notamment dans une culture hip-hop et la personne m'avait dit: «Toi-même, tu ne sais pas» et en fait, le fait de ne jamais savoir, je trouve que ça amène un doute qui est ultra créatif. Dire: «Je ne sais pas, je ne sais rien». Du coup, je laisse venir. Je fais appel aussi à mes sens. Si je sais, c'est déjà la mort et mmh ça, elle me parle bien celle-là. Il y a aussi celle de jamais rien lâcher, tu vois? Il y a un côté, où en équipe, je jouais avec ma fille, elle est en 3e section, en grande section de maternelle et on avait une sortie scolaire. Et ce mot, en équipe, s'il y en a un qui tombe à l'eau, tout le monde tombe à l'eau et tu vois, c'est important le fait de tu vois, de quand je parle de l'engagement, c'est-à-dire de ce qui nous tient, c'est ça, ça doit être aussi cet esprit collectif. Qu'on a une tenue, on a une tenue, on a une exigence, par rapport à ce qui est important. Si la solidarité est important, alors, on doit se battre pour elle. Si l'amour est important, si permettre à chacun d'avoir une chance d'eux est important, on doit se battre pour ça. On doit tout faire pour. C'est pour ça qu'on ne doit rien lâcher. mmh. Ce sont des valeurs importantes pour toi? Ouais, 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 et puis, c'est ce qu'on laisse à la fin, c'est ça, quoi, c'est les cailloux blancs qu'on reste derrière son passage, c'est pas, c'est pas les médailles, c'est pas les trophées. C'est tous ces instants où ça a pas forcément été évident, mais qu'on est allé puiser, ouais. C'est quoi ta raison d'être aujourd'hui? C'est d'être le plus aligné possible, tu vois, entre ce que je pense et ce que je fais. Essayer, tu vois? Par exemple, pour ma fille, déjà, avant tout, à titre personnel et artistiquement, d'aller là où j'ai envie d'aller. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ça fait longtemps que je l'ai compris. Des fois, on se fourvoie, on essaye de mais je crois que quand on désire aller quelque part, il faut y aller, artistiquement. Tu t'interdis rien? Non, rien, rien du tout, rien. Même pas d'aller à The Voice? Non, surtout pas. Alors comment tu as atterri à The Voice en 2019? Eh ben, parce qu'ils ont des personnes qui regardent des vidéos, c'est-à-dire qu'il c'est un casting, un prospect en fait de casteurs. C'est-à-dire qu'il y a un bureau de casting qui fait des recherches sur des vidéos d'artistes déjà qui postent des contenus et donc ils m'avaient appelé, ils m'avaient contacté en me disant: «Tiens, on aimerait bien, votre profil est intéressant pour la saison» et je leur avais dit alors j'avais pas répondu, je crois la première fois, ils m'ont rappelé et je leur avais dit: «Écoutez, je suis désolé mais je fais pas de reprise, en plus je m'accompagne pas au piano ou à la guitare, tu vois? Je parle pas anglais, j'ai un anglais qui est affreux, j'ai un espagnol, c'est son petit frère, c'est le frère caché de l'anglais affreux. Hem et je leur dis: «Non, non, je suis pas le bon client, merci, au revoir» et ils rappellent et là, en rappelant,
moi de mon côté, j'en parle à mon équipe, notamment à mon éditeur et je dis: «Non, mais ça peut être intéressant quand même, de mettre un pied chez les Français», voilà, de aussi de s'essayer à l'exercice de la reprise. C'est un exercice que je n'avais jamais fait auparavant et je suis ravi d'avoir participé à cette émission-là, aux grandes dames de certains, mais tu vois, je trouve ça plaisant encore d'avoir je croisais quelqu'un qui disait la dernière fois: «Mais pourquoi vous y êtes allés? Mais vous aviez même pas besoin de ça, se rabaisser que d'aller là-bas». Pour moi, ça a été un exercice personnel avant tout et voilà, c'était ça. J'avais envie de me confronter à ça et et tant qu'on est raccord sur ce qu'on dit dans une chanson, voilà, je me trouvais à ma place, ouais. Tu avais quitté au bout du deuxième tour, si je me souviens bien et il me semble qu'ils t'avaient justement pas gardé parce qu'ils Non, avaient j'étais au compris KO. aussi. Ouais, Ouais, j'étais au KO avant les battles, en fait et où elle garde ses candidats pour aller jusqu'au battle et ouais, ils ont été cool sur la sortie. En tout cas, ils ont dit: «Bah, voilà, on peut pas faire grand chose pour vous puisque vous écrivez vos chansons et vous êtes un conteur et ils avaient compris. on a envie que les Ouais, gens à découvrir» et ça, c'était bien parce que c'était un appel du pied et ça a créé une certaine, déjà un certain engouement pour certains d'aller découvrir et ça envoyait un signal aussi où je retrouve encore aujourd'hui dans des médiathèques, sur des projets scolaires, tu vois? Soit des gens qui se rappellent, alors là, ça remonte, donc soit ils se rappellent de la tête plus que de la chanson et du coup des personnes qui ont découvert le répertoire et maintenant suivent les projets suite à ce passage-là et ça je trouve ça intéressant, ouais. Ça m'a permis aussi de voir l'envers du décor et d'être un peu vigilant aussi à ça, notamment quand je fais de l'action culturelle, tu vois? Quand on me demande, comment je l'ai vécu, donc ça me permet de parler, du volet musical, de rencontrer de très, très belles voix aussi, de réfléchir sur, son propre répertoire, de jouer aussi avec des musiciens, sur le plateau, mais aussi le côté télé-réalité et ça me permet aussi d'avoir des éléments de vigilance sur ce que ça implique d'un passage, d'avoir un contenu qu'on poste et qu'on ne maîtrise plus, notamment pour les plus jeunes. Ça me permet d'insister sur la vigilance des contenus, parce que il y a une certaine violence de l'anonymat de ceux qui peuvent, commenter, qui peuvent, critiquer aussi, les passages télé et ça peut être très, très mal vécu pour ceux qui y participent et aussi le fait de vouloir plaire à tout le monde parce que il y a une sorte d'amour et parfois de l'amour factice aussi que l'on peut aller chercher dans un passage télé où les gens, on est visible, du coup on reçoit énormément de choses et derrière cela peut s'éteindre et ce différentiel entre la lumière et l'obscurité peut être très, très mal vécu, par les plus jeunes et moi mmh. ça me faisait je trouvais ça intéressant d'enchaîner les passages, tu vois? Quelques temps plus tôt, j'étais passé en face de Nicolas B, le secrétaire général du Front national, en 2017, sur une télé, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle et ce face à face m'avait déjà fait comprendre que quand on rentre dans un espace public comme la télévision, il faut aussi être prêt à affronter ceux qui ne sont pas d'accord et notamment, dans ce deuxième tour de l'élection présidentielle avec le Front national au 2e tour, où j'étais un peu préparé avec The Voice. Expérience intéressante. Très intéressant. Et moi, ce que j'avais bien aimé effectivement, c'est qu'ils avaient, il me semble effectivement compris, qui tu étais et la singularité aussi de ton travail et que tu rentrais dans aucune case et qu'ils allaient pas pouvoir, faire plus pour toi, en fait. Ouais. Tu vois, ma femme a été, enceinte sur toute la période de The Voice. Je n'ai pas cédé au fait d'amener une caméra, dans une salle d'accouchement pour voir si tout se passait bien et non, 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 un peu de séparation aussi entre le public et le privé, quand même. On mélange Ouais. pas les torchons et les serviettes. Qu'est-ce que tu as envie de dire au petit Calam? Alors, Calam, pour Ah, ceux qui savent pas, c'est ton vrai ouais, prénom. c'est un nom de rappeur que j'avais quand j'étais, D'accord, ouais. ouais, c'était un pseudo, que j'avais, dans lequel j'évoluais avec lequel j'évoluais en tant que rappeur Mmh. et et ben, écoute, ben, qu'il a fait ce que je suis, quoi, tu vois? Et des fois, j'ai envie de lui dire: «Attends, attends, attends gamin, attends encore un peu, ça arrive». Je pense qu'il y a plein de choses qui sont encore, sous le capot, tu vois, de ces trucs de gamin, et des fois cette impatience qu'on peut avoir, j'ai envie de lui dire: «T'inquiète, on roule ensemble, ne t'en fais pas». Alors, c'est quoi justement tes projets à venir ou tes dates de concert à venir? Parce que tu reviens dans la région. Il y a plein de choses, il y a plein de choses.
mais on va y aller séparément. D'abord les concerts. En un, on joue, le 23 mai à Montagnac-sur-l'Aisne, dans le 47. On joue le 24 mai à Pugnac, en Haute-Gironde et ensuite on va faire une tournée, Pays basque, sud des Landes. Le 29 mai, nous serons à Asquin. Ça sera chez l'habitant, mais si les gens souhaitent découvrir, qu'ils n'hésitent pas, en un message, je je transmets à l'hôte qui nous accueille pour qu'une personne puisse venir découvrir le spectacle. Donc le 29 mai à Asquin. Le 30 mai, nous serons à Saint-Vincent-de-Tyrosse, à la Maltésard. Cabreton, Cabreton. Cap-Breton, pas Saint-Vincent-de-Tyrosse, Cap-Breton. Eh ben, dis donc, si jamais je me trompe. Merci pour quelqu'un qui connaît le lieu. Oui, Cap-Breton. Non, c'est LMA qui est à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ouais, oui, mais merci de me rappeler Cap-Breton. Le lendemain, nous serons à Saint-Jean-de-Luz, chez l'habitant, OK. le 31. Et le dimanche, nous terminerons à Cambo, à Landeia, sorte d'espace de coworking culturel. En tout cas, on va découvrir. J'aurai peut-être le bon mot, la bonne définition le 1er juin, mais on jouera le 1er juin, ouais. Et ensuite, on partira, on sera du côté de Tours, du côté de Chinon, du côté du 24, du côté de Saintes, sur le début juillet. J'invite tous les gens à regarder ce qui se passe sur Instagram, sur Facebook. Toutes les dates sont annoncées et on essaye même après les concerts, de donner à voir ces événements. Tu viens souvent dans la région, tu as un petit coup de cœur ou c'est parce que tu as des occasions de venir, alors tu viens? Non, je travaille beaucoup. J'ai mes parents qui sont dans le Pays basque aussi, mais Mmh, d'accord. je prends peu le temps de les voir, malheureusement. J'ai beaucoup travaillé avec Chantons sous les pins aussi ces dernières années en tant qu'artiste intervenant et ça a créé aussi toute une multitude de contacts aussi pour du concert. Concert chez l'habitant, concert en médiathèque, concert en établissement scolaire. Il y a eu un super projet, notamment à Mont-de-Marsan aussi, avec le centre pénitentiaire, dans lequel je suis revenu plusieurs fois. Là, c'est pas très, très loin non plus, ce qui fait que les frais de déplacement sont pas élevés. J'habite aujourd'hui en Sud-Gironde, donc du coup, la proximité du Pays basque ou des Landes, y joue pour beaucoup, ouais. Pour notre plus grand bonheur. Pour le mien aussi, c'est une terre, où il fait bon vivre. Pourquoi tu as accepté de participer au podcast, Magja? Parce que j'ai aimé la délicatesse, de tes interviews et de ta démarche, vois-tu? Déjà parce qu'on se connaît et que j'ai toujours moi aux gens que je croise, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, si je peux y répondre, je le ferai, en un. Et en 2, c'est la moindre des choses de donner des éléments quand quelqu'un s'intéresse à une démarche, là, en tout cas, une démarche artistique et si ça peut, créer l'effet papillon pour d'autres qui écoutent, avec plaisir. Merci. Alors, j'ai pour habitude d'interviewer, moi, ce que j'appelle les acteurs du nouveau monde. C'est quoi pour toi, Magja, le nouveau monde? Écoute, pour moi, le nouveau monde, Alors, vous voyez pas, mais il fait la grimace, hein. ouais, non, pardon, parce que, Tu le droit. on a tous une définition différente d'un mot ou d'une expression. Si jamais toi, tu es allé chercher le nouveau monde, ce n'est pas pour rien. Moi, il évoque d'une certaine manière chez moi. Parce que pour moi, nouveau monde, il y a pas de nouveau monde, selon moi. Quand je dis il y a pas de nouveau monde, c'est-à-dire on est dans une filiation et justement, c'est par rapport à nos expériences passées ou nos apprentissages, notre éducation, tu vois? Il y a un passage de relais qui fait que ça ne démarre pas d'aujourd'hui. Là où je peux dire nouveau, oui, à chaque nouvelle prise de conscience, nouveau réveil, c'est une nouvelle journée qui débute. Du coup, c'est un nouveau cycle potentiellement qui peut partir. Mais en tout cas, j'ai pas envie de faire fi de ce qui s'est passé avant, tu vois? En tout cas, moi, dans ma définition et je pense qu'elle ne vient pas, en opposition. En tout cas, je ne pense pas qu'elle vienne en opposition avec le pourquoi tu as parlé de Nouveau Monde. Acteur, si, parce que je le suis, enfin, en tout cas, j'essaye de l'être, parce que je pense qu'on a tous quelque chose à jouer pour soi et peut-être pour les autres. Et Nouveau Monde, peut-être que ceux qui regarderont après diront: «Tiens, là, il y a eu quelque chose qui a émergé». Mais moi, en regardant les anciens, je me dis que les gens étaient éminemment, force de proposition, en tout cas, dans l'histoire de l'humanité et que, l'humanité, c'est comme un volcan. Elle crée des îles de façon, enfin, sans cesse, elle crée des îles, tu vois? Sans cesse, il y a renouveau. C'est ça qui est beau, c'est quand on dit, «Quand croît le danger, croît aussi celui qui sauve». C'est-à-dire que cette période, des fois, compliquée, font naître des gestes, font naître des pensées, cet équilibre des forces, en fait. J'y crois beaucoup. On arrive à la fin de l'interview.
Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Laquelle? Quel est le prochain album? Alors, quel est le prochain album? Eh ben, il s'appelle Bonheur moins le quart. Bonheur moins le quart. Ouais, Quand c'est est-ce un qu'il EP. sort? Ouais, Ah, il bientôt. sortira peut-être, sous forme de singles successifs, mais voilà, ce sont les prochains titres qui arrivent. Et Bonheur moins le quart, c'était un clin d'œil aussi. Pourquoi je te mets sur cette question-là? Parce que, on a souvent l'occasion de s'apitoyer sur le sort et moi je pense à ces 15 minutes après. Une fois quand on se dit: «Ah, il faut que je me réveille, j'ai un mal de tête». Mais aussi on peut être dans, l'excitation de ces 15 minutes, tu vois? En sentant qu'il y a quelque chose derrière. Ouais, c'est un peu être entre 2 feux. Voilà, c'était mais ça sort en fin d'année, le premier single arrivera, sur le dernier trimestre de cette année. Ah oui, j'allais te demander si on allait avoir la chance, à la fin du mois prochain d'entendre les nouveaux titres, non. Il faut attendre un tout petit peu encore. Par contre, juste tout à l'heure, tu nous as dit donc que tu avais participé à The Voice. Il y a quand même un titre que tu joues sur scène. C'est une reprise d'Orelsan, celle que tu avais faite à The Voice, quand Ouais, même. Tout clin va d'œil. bien. Oui, Ouais, oui, clin parce que d'œil. quand même, ça permet, parce que des gens, quand on leur dit: «Tiens, The Voice et il a joué quoi?» et ben, j'avais envie de montrer qu'elle était encore réorchestrée autrement. C'est-à-dire que ceux Mmh. qui l'ont vue sur scène, en tout cas sur le plateau de The Voice, quand ils la découvrent en acoustique, en trio acoustique, on est encore ailleurs. Bah, tu sais que il m'a fallu un petit temps de latence pour comprendre que c'était Orelsan, hein. Pour moi, c'était ta chanson, hein, quand je t'ai entendu Et oui, mais la chanter samedi. ouais, Ouais. mais on est rentré dans le set, en fait, de façon énergique et les gens ont dit: «Mais ouh là là, bam, 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 mais que se passe-t-il?» et oui, oui, c'est bien la chanson qui a été jouée, sur le plateau. Ouais. Avant qu'on termine sur le portrait chinois, parce que j'ai un petit portrait chinois pour terminer, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus? Est-ce que tu avais un message à nous transmettre? Bah, je pense, ah, c'est bateau, tu vois? Mais par rapport aux dernières expériences, passées, là, c'est jamais trop tard. Jamais. Jamais trop tard. Tant qu'on a un pouvoir sur les choses, il n'est jamais trop tard et même si on pense ne pas l'avoir, on peut encore en avoir. Il est même encore temps. Tant que le bouton est sur on, on peut. Quand il ne sera plus, alors là, malheureusement, on devra faire tomber le tablier ou le bleu de travail, on ne pourra plus œuvrer. Mais tant qu'il le bouton est sur on, on peut. Après, à chacun de faire ce qu'il a à faire. Tu te rappelles des portraits chinois? Si tu étais, tu serais, ça te dit Je quelque chose comme jeu? Si tu Ça me étais dit un plat, tu serais quoi? si j'étais un plat, Oui. pâtes al dente, huile d'olive, un tout petit peu de basilic, parmesan et parmesan et tomates séchées si on a les moyens. Sinon juste huile d'olive, pâte al dente, c'est très bien et du gros sel et yallah. Si tu étais un livre? J'étais un livre, je serais un dictionnaire sensible, un Alors, dictionnaire sensible. sensible? Ouais, parce qu'en fait, je trouve que les dictionnaires, c'est toujours un peu, la photographie de la mère supérieure, tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est, l'académie a dit: «Voilà la définition du mot». Moi, la dernière fois, je dis à quelqu'un, je dis, «Tiens, la chance pour toi, c'est quoi?» Du coup, ta définition de la chance et sa définition, c'était: «Ben, la chance, c'est une garce». Je lui dis: «Pourquoi tu me dis ça?» Il me dit: «Parce qu'elle tape au carreau et tu es pas prêt à te retourner et quand tu te retournes, elle se casse». Et ben, je trouve que cette définition sensible, je la trouve magnifique. Ces définitions sensibles. C'est quoi tes enfants? «Ah, mes enfants, c'est mes oisillons» et de se dire: «Pourquoi? C'est quoi les oisillons? Pourquoi?» et ensuite, il y a toute une déclinaison de la pensée. Donner à voir, donner à voir la perception d'un mot par sa sensibilité, je pense que c'est y avoir accès plus facilement et on peut avoir des parcours différents, on peut avoir des éducations différentes, on peut avoir même des cultures différentes. Et c'est dingue comme nos matrices sensibles sont proches. Dans nos rêves, dans nos désirs, on pisse, on chie, on embrasse, on désire, on a la frustration, on a tout ça qui nous traverse. Et en fait, aller chercher les définitions sensibles, c'est aller avoir des géométries variables en termes de proximité ou de distance entre les gens. Voilà. Je sais pas si je t'ai vendu le prochain dictionnaire sensible sur lequel je vais Bah travailler, mais j'ai bah, envie c'est de ça, travailler. va falloir que tu t'y mettes. Ouais. Alors si tu t'as un dicton, tu nous en as donné plusieurs tout à l'heure. Ah ouais, je crois que toi-même, tu ne sais pas, j'aime bien. Je ne sais rien, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Je n'en sais rien est un dicton, hein, pardon, hein, c'est Oui, pas une oui, réponse, hein, OK. c'est pas je n'en sais rien, j'ai pas de dicton. Si tu étais un film? Un film. Non, je vais peut-être te sortir deux films qui m'ont marqué, quand j'étais gamin. Un, tu m'as dit un, pas 2, Ah un. bah, donne-moi 2.
2, Non, non? Léon, ça m'a marqué, ouais. J'adore par exemple la phrase, «J'aime ces moments de calme avant la tempête». J'aime cette musique, j'aime ce côté borderline, de ce qu'on livre juste avant de mourir. Sur cette scène là où il livre des bombes en disant: «Je crois, c'est le cadeau de Mathilda». Et le deuxième, c'était lequel? Oh, l'histoire sans fin. Parce que quand le cheval meurt, tu vas me dire: «C'est pas un film». Je suis très sampling, c'est-à-dire que je prends un élément et après je reste sur l'élément, j'écoute même plus la fin du film. Je suis construit comme ça. Genre je Mmh. regarde un film, je m'arrête sur une scène et c'est fini. Et très souvent je dis à ma femme et 20, 30, 40 minutes plus tard, je dis: «Il s'est passé quoi?» Elle me dit: «Ah laisse tomber», elle me dit: «Arrête». Parce que j'ai été focus et je crois que c'est la même chose pour les livres. Les livres, je t'ai pas donné un nom de livre, je t'ai pas donné une référence, je t'ai dit un livre que je désirerais être, tu Ouais, vois? ouais. Et ben des livres, c'est pareil. Je prends une phrase et une fois que j'ai la phrase, c'est mort. Je pense à cette phrase, je danse avec cette phrase, je vais dans une impasse avec cette phrase, je fais un sens giratoire avec cette phrase, je prends à droite, je prends à gauche et à un moment donné, je me dis: «Mais c'est quoi le livre?» Je sais plus, je sais plus. Non, non, mais Je sais j'ai bien pas, aimé il ta faut que tu lis réponse. ça, je dis: Ouais. «Écoute cette phrase». Je ne sais pas, des formations professionnelles peut-être. Et si tu étais un super-héros? Ah bah celui de ma fille. Super papa, super t'embrasse. Même pas super papa, super t'embrasse. Moi tu vois, j'aimerais que à la fin de mes jours, tu vois, elle ait cette affection de dire: «Putain, mais il est complètement timbré mon père». Tu vois, qu'elle comprenne la tenue et le contour, qu'elle ait ce savant mélange, ouais. C'est juste, après le reste, super pouvoir, c'est dans les yeux de ma fille que je veux le voir. Après, elle fera ce qu'elle veut dans sa vie, mais en tout cas, moi, j'aurais essayé de vrai, ouais. Merci Magja de ta participation. Avec plaisir. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir ouvert la porte. Avec joie. Et merci beaucoup pour votre écoute. Alors, j'espère que le parcours de Magja vous aura inspiré. N'hésitez pas à le contacter. Alors, on te trouve où? Tu as parlé de ton site internet. On communique comment avec toi? Tu as parlé aussi Magja.com, ouais. Magja officiel sur Instagram, donc MAKJA, ou Magja sur Facebook. Je suis derrière les plateformes. Il n'y a pas un bras armé, de métadonnées qui répond. Non, non, c'est moi qui les lis et du coup, s'il y a une question, s'il y a, voilà, un retour, avec, grand plaisir. Aussi, il y a quelqu'un qui veut continuer là, de philosopher sur certaines phrases, avec plaisir. Oui, tu n'as pas de community manager et je confirme que tu réponds en plus ultra rapidement, quoi. J'essaye, j'essaye. Donc on mettra tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. Merci. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.